Sans surprise, Liz Truss a été désignée à la tête du Parti conservateur et sera donc la nouvelle première ministre du Royaume-Uni en remplacement de Boris Johnson. Un attentat suicide devant l'ambassade russe de Kaboul fait au moins 3 morts, dont 2 employés du bâtiment diplomatique. L'attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. Les Chiliens rejettent massivement le projet de nouvelle constitution. Le texte entendait garantir davantage de droits sociaux dans un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Pas de surprise dans la longue bataille de succession pour remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street. La chef de la diplomatie, Liz Truss, a été désignée à la tête du Parti conservateur par les adhérents. Avec 57% des voix, elle a largement devancé l'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak. Liz Truss a séduit en promettant notamment d'importantes baisses d'impôts. Je sais que nos convictions résonnent avec le peuple britannique, dit-elle. Nous croyons en la liberté, en la capacité de contrôler nos propres vies avec des impôts bas et la responsabilité de chacun. Je sais que c'est pour cela que les gens ont voté pour nous en si grand nombre en 2019. Et en tant que chef de votre parti, j'ai l'intention de tenir les promesses faites à ses électeurs à travers notre grand pays. La nouvelle dirigeante sera reçue dès ce mardi par la reine Elisabeth II pour être officiellement désignée chef du gouvernement. Elle est la 3e femme à accéder à ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May. Liz Truss aura fort à faire dans un contexte social explosif sur fond d'inflation galopante et de multiples grèves. Certains critiques de Liz Truss la disent connue pour changer de discours au gré des sondages et de ses interlocuteurs. À 47 ans, son parcours est comme une ligne tracée de la gauche républicaine vers la droite des Tories. Liz Truss est née fin juillet 1975 dans une famille très à gauche, à l'époque où Margaret Thatcher est encore chef des Tories et pas encore première ministre. Celle qui alimente aujourd'hui les comparaisons avec la Dame de Fer a étudié la philosophie et l'économie à Oxford, où elle militait pour le Parti libéral-démocrate. L'étudiante Liz Truss est favorable à la légalisation du cannabis et à l'abolition de la monarchie au Royaume-Uni. Elle rejoint les Tories après ses études, devient conseillère municipale à 31 ans et se fait élire députée 4 ans plus tard pour la circonscription de South West Norfolk, dans l'est de l'Angleterre. Liz Truss se présente aujourd'hui comme extérieure à l'establishment et pourtant, elle a participé au gouvernement de David Cameron, Theresa May et Boris Johnson. Ces 8 dernières années, elle enchaîne les postes ministériels et elle est chargée de l'environnement quand en 2016, elle vote contre le Brexit. Liz Truss change ensuite d'avis et défend ardemment les positions de Boris Johnson qui la nomme aux affaires étrangères en espérant contrôler ses ambitions. Liz Truss se forge la réputation d'une négociatrice intraitable sur le dossier nord-irlandais et gagne des points auprès de l'électorat pro-Brexit. Aux conservateurs, elle n'a de cesse de promettre des baisses d'impôts et depuis février, elle incarne avec Boris Johnson la fermeté contre Vladimir Poutine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En Ukraine, la contre-offensive lancée par Kiev progresse au sud et à l'est selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Les forces ukrainiennes avancent sur plusieurs axes dans l'ouest de la région de Kherson. Elles ont notamment sécurisé le territoire qui se trouve de l'autre côté de la rivière Seversky Donetsk, dans la région de Donetsk. Arrêtons-nous tout d'abord sur la partie sud. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dans son message quotidien ce dimanche soir la reprise de 2 localités dans le sud sans préciser leur nom. Les responsables ukrainiens ont partagé des images géolocalisées montrant les forces ukrainiennes hisser un drapeau de l'Ukraine sur un bâtiment hospitalier à Vysokopilia, dans la région de Kherson. Ces images ont fait réagir certains blogueurs militaires russes alors que le ministère russe de la Défense a de son côté affirmé infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens. Le président Zelensky a également annoncé qu'une localité avait été reprise dans l'Est, dans la région de Donetsk. Les images géolocalisées publiées ce week-end montrent que les forces ukrainiennes ont traversé la rivière Seversky Donetsk et pris le contrôle d'Ozern, qui est situé à environ 20 km à l'est de Sloviansk.
Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, le fait que des forces ukrainiennes soient parvenues à traverser la rivière Seversky Donets sans subir de tirs russes suggère un affaiblissement du contrôle par la Russie de la rive gauche située à l'est de Sloviansk. Le ministère britannique de la Défense ajoute pour sa part que l'objectif politique de l'opération Donbass reste très certainement de sécuriser l'ensemble de la région de Donetsk, ce qui permettrait au Kremlin de pouvoir annoncer la libération du Donbass. Londres rappelle que les forces russes n'ont progressé dans ce secteur que d'environ 1 km par semaine vers Bakhmut. Deux personnes qui travaillaient à l'ambassade russe de Kaboul et au moins un civil afghan ont été tués lors d'une attaque suicide sur le bâtiment officiel. Plusieurs Afghans étaient rassemblés pour demander des nouvelles de leur visa. Un diplomate russe venait de sortir du bâtiment pour appeler le nom des candidats quand l'explosion a retenti. L'assaillant aurait été abattu par la police avant de pouvoir se rapprocher de la foule. Les autorités russes dénoncent un acte terroriste. Des mesures ont été prises immédiatement pour renforcer la protection du périmètre extérieur. Nous avons fait appel à des forces supplémentaires auprès des autorités talibanes, ainsi qu'aux capacités de renseignement et de contre-espionnage afghanes. Nous espérons que les responsables et les organisateurs de cet acte terroriste seront punis au plus vite. La Russie est l'un des rares pays à avoir maintenu une ambassade en Afghanistan, bien qu'elle considère toujours les talibans comme une organisation terroriste. L'attaque contre l'ambassade n'a pas été revendiquée, mais le groupe État islamique est fortement soupçonné. À l'annonce des résultats, les partisans du non sont descendus dans les rues de Santiago et des principales villes du Chili. Le projet de nouvelle constitution a été largement rejeté dans les urnes par près de 62% de la population lors d'un scrutin à vote obligatoire. Une victoire presque totale pour le camp conservateur. C'est un triomphe vraiment surprenant et cela signifie que le Chili est un pays qui rejette le communisme, le marxisme et la tentative du communisme de prendre le pouvoir. Je trouve ça très excitant parce que le Chili s'est réveillé, c'est ce dont nous avions besoin pour être unis, parce que le processus que nous vivions nous divisait. Un réveil du pays, ou plutôt d'une partie de la population plus à droite, notamment dans le nord et le sud du Chili. Pourtant, lors d'un premier référendum en 2020, près de 80% du corps électoral avaient au contraire voté en faveur de l'écriture d'un nouveau texte fondamental. Mais entre-temps, les propositions visant à protéger le droit à l'avortement et ceux des autochtones ont crispé les débats, passant sous silence d'autres propositions plus sociales, comme le droit à un logement décent, à l'éducation, à la santé ou à la retraite, dans un des pays les plus inégalitaires d'Amérique latine. Gabriel Boric, le président de gauche récemment élu, affirme néanmoins vouloir relancer sous peu un nouveau processus constitutionnel. Cette décision des Chiliens exige que nos institutions et nos acteurs politiques travaillent avec plus d'engagement, avec plus de dialogue, avec plus de respect et d'affection, jusqu'à ce que nous arrivions à une proposition qui nous engage tous, qui inspire confiance, qui nous unisse en tant que pays. Actuellement, le Chili est toujours régi par la Constitution rédigée durant le règne du dictateur Augusto Pinochet. Un de ses principaux héritiers politiques, le leader d'extrême droite Antonio Cast, qui était au second tour de l'élection présidentielle de 2021, a qualifié le résultat du vote de triomphe. Au Brésil, ce lundi marque la journée de l'Amazonie. Les ONG dénoncent l'accélération de la déforestation illégale au profit de l'exploitation minière et de l'élevage. Dimanche, des dizaines de membres des communautés indigènes s'étaient déjà rassemblés à Sao Paulo, la capitale économique du pays, alors que 2 militants environnementaux ont encore été assassinés la semaine passée. Nick Kyrgios a rejoint les quarts de finale de l'US Open après sa victoire face au numéro 1 mondial Dimitri Medvedev. Le Russe, vainqueur l'an passé à New York, s'est incliné en 4-7 face au géant australien. Finaliste cette année à Wimbledon, Nick Kyrgios affrontera au prochain tour un autre Russe, Karen Khachanov. Chez les femmes, victoire aussi de l'Australienne Ayla Tomljanovic face à la Russe Ludmila Samsonova. Tomljanovic, 29 ans, 46e joueuse mondiale et tombeuse de Serena Williams au 3e tour, accède pour la 2e fois d'affilée à un quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem après Wimbledon cet été. À noter également la qualification de Ons Jabeur face à la Russe Veronika Kudermetova.
Menée 5-2 dans la première manche, la Tunisienne est revenue pour s'imposer 7-6, puis 6-4 dans le second set.